Bonjour tout le monde et bienvenue au 23e épisode de notre podcast Retour sur les attentes. Je suis avec Jonathan comme toujours. Comment tu vas, Jonathan? Très bien, Joss. Et toi? Écoute, ça va. Je crois est-ce qu'on doit un mea culpa à nos auditeurs ou pas? Ouais, en Qu'est-ce tout qu'on cas, pense? à minimum, on doit une explication parce que c'est vrai qu'on a été absent quelque temps. Hmm. Donc, ça fait 3 mois depuis qu'on a lancé le dernier épisode. Donc, là, on est au mois de juin. Et on a été assez occupés. On est que tous les deux à faire tout faire. Donc, toi, tu as été très occupé avec notamment quelques événements majeurs. Ouais, Explique-nous tout. oui, complètement. Ouais, je sors de mois de travail acharné, jour, nuit, week-end, Mm. etc. Alors bon, déjà avec mes multiples activités, il fallait gérer ça hein, quand même. Mm. Activité salariée, activité d'indépendant. Et puis j'ai eu donc j'ai pu rédiger le chapitre consacré à l'évaluation pour la 4e édition du Grand Livre de la formation, donc qui a été publié en mai. Donc, on va dire ça, c'est dans les bacs, hein, comme on disait pour les, les sorties de CD, d'albums. Ouais. Donc, chez vos libraires préférés. Et puis, le 4 juin 2025, là, est sortie la 4e édition de mon livre, L'évaluation de la formation, et qui est désormais notre livre parce que j'ai coécrit cette 4e édition avec Jean-Luc Gilles, qui est professeur à la HEP de Lausanne, donc en Suisse, la Haute École Pédagogique, et les spécialistes des approches qualité en évaluation. Donc voilà, donc ça, gros travail d'écriture. Oui. Et puis, comme tu le sais, notre première session en langue française du programme de certification de Learning Transfer Designer avec l'ITE, avec Mélanie Martinelli, hein, que l'on a reçu dans l'épisode précédent. Donc, gros travail de traduction, de préparation, d'appropriation du contenu pour animer ce programme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est bien passé. Ah bah complètement. Alors moi, vraiment, j'ai pris mon pied, hein, comme on dit. Vraiment, c'était un Mm. véritable plaisir. Et puis, on avait 8 participants, Oui. beaucoup de participantes d'ailleurs. Oui. Et franchement, les retours sont extraordinaires. Euh, Tu le dis souvent, je reprends ton expression, mais quand tu dis ça donne du sens à notre métier, Oui. enfin vraiment quel plaisir parce que très bon retour, très haut niveau de satisfaction, des gens qui témoignent par eux-mêmes sur LinkedIn sans qu'on ne leur demande Vraiment. rien Mm. et qui mettent en application. C'est-à-dire vraiment qui mettent en application, qui font évoluer leurs pratiques, leurs outils, etc. Donc ouais, c'est que du bonheur, comme on dit. Il y a parfois un certain sens c'est pas de l'hypocrisie qui est le mot. Je sais pas si c'est le syndrome d'imposteur, mais parfois lorsque nous on est dans l'évaluation et on fait des formations, on a envie de aussi être exemplaire dans ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et que tout ce qu'on dit aux autres qu'il faut faire, il faut que nous, on le fasse nous-mêmes. Et je oui, trouve que là, on a trouvé une formation où, en fait, les outils, la méthode correspondent à ce que nous, on veut expliquer aux gens de faire. exactement. Ah oui, il y a une très grande cohérence entre le discours et la manière dont le programme est conçu et animé. Et ouais, c'est une question d'exemplarité, clairement. Donc franchement, on en redemande, on en redemande. Et d'ailleurs, on va avoir une prochaine session, hein. La prochaine session a lieu en septembre. Oui. Voilà, donc les dates sont communiquées sur notre site. On mettra le lien en description. Oui. Et c'est toi qui auras le plaisir de te confronter à l'exercice et d'animer cette Mm. session. Mm. Bon, le boulot est fait, hein, parce que tu as tellement bien préparé le truc. Moi, j'ai que venir et animer, finalement. Mais bon, il n'y a pas que l'animation, il y a énormément de choses qui se passent derrière. C'est ça qui est super. Exactement, Mm. exactement. Mm. Donc ça, c'est top. Ok. Donc oui, donc nous on était très occupés par rapport à ces sessions, mais pas que inter, mais aussi intra, des formations qu'on fait pour nos clients, Oui, qui se passent super bien aussi. Donc on a vraiment l'impression qu'on avance là, je crois, avec tout ouais. le travail de fond qui a été fait. Oui, complètement. Et là aussi, d'ailleurs, pour ce client, on a des témoignages en direct hein, sur LinkedIn Mm. de gens Mm. qui te taguent. Après, tu me tagues aussi, voilà, parce que c'est un client.
pour lequel on va dire on anime, on se répartit un peu les sessions en français ou en anglais, etc. Donc on se partage le travail, mais là aussi les retours sont extraordinaires. Donc oui, ça fait vraiment plaisir. Bien, donc du coup, on est au mois de juin. Là, on a un nouvel invité Oui, qu'on connaît très bien, ouais, Elodie. tout à fait. Élodie Arnaud Cavigioli et qui est voilà, on la connaît depuis des années hein, parce qu'elle est elle-même d'ailleurs certifiée Kirkpatrick. Je crois que c'est toi qui l'avais Oui, mois qui 2020. avait voilà qui avait animé la formation sa Mm, session. mm. Donc certifié Kirkpatrick. Donc oui en 2020, ça ne nous rajeunit pas. Et puis qui a elle-même participé donc à la session du programme de certification de Learning Oui, Transfer Designer. oui. Donc voilà, on parle le même langage, on va dire. On parle même langage, bon, on parle pas de cette formation avec elle dans le podcast, c'est vraiment Non, par rapport à son approche hein, qui est très focalisée sur les certifications, donc je, qui est un sujet phare actuellement dans le marché français. oui, Donc du coup, on l'a invité parce que c'est quelqu'un qui contribue énormément au marché à travers ses observations et ce qu'on essaie de faire pour aider les gens qui travaillent dans le métier euh, au sens large par rapport à ça. ouais, complètement. Et qui est, comme tu le dis, hein, voilà, qui observe, qui réalise une veille intense, Oui. qui voit aussi les signaux faibles. On parle dans le podcast hein, on va dire aussi de l'avenir du marché, hein, comment on voit les choses, etc. Donc voilà, c'est un sujet technique, très technique. Oui, Honnêtement, on est content de l'avoir à nos côtés pour en parler parce que oui. c'est loin d'être simple de parler de ces sujets. Et puis en même temps, voilà, on fait un peu de prospective et puis on se projette et là on partage ensemble nos observations et on réfléchit sur où va le marché, où vont les prestataires de formation. Donc c'est voilà un échange vraiment très intéressant. Bah, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Jonathan. On se retrouve pour le prochain épisode et on vous laisse, vous les auditeurs, entre les mains de Jonathan Mormet et Elodie pour cette nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui comme invité exceptionnel Élodie. Élodie, comment vas-tu? Bah, très bien, en ce matin, de quasiment début d'été, tout va très bien. Et toi? Eh bien, écoute, ça va, voilà. Et comme tu dis, l'été, le soleil, etc., les vacances qui se profilent, voilà, c'était une période quand même assez sympathique. Exactement. On Et puis ça anticipe, pousse, on anticipe la relaxation, la détente. Voilà. dans le potager, donc voilà, Ah, ça fait plaisir de voir les petites graines, voilà, devenir de belles et jeunes pousses pour de fraîches Exactement. tomates au mois d'août. Ça sera succulent. Exactement. Je te sais sensible, on aura l'occasion d'en reparler Ouais, à la permaculture, c'est ça. agroécologie, etc. Donc voilà, on a aussi ça en commun parmi d'autres sujets. Bah écoute, Elodie, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, la première question, voilà, qui es-tu, Elodie? Quel est ton parcours? Voilà, si tu peux nous raconter un peu rapidement ton historique, vais-je dire. Oui, bah, avec plaisir. Donc, j'ai démarré dans la formation il y a plus de 20 ans maintenant, véritablement en tant qu'enseignante, formatrice, chargée d'enseignement vacataire. Donc j'ai traîné, mes baskets parce que oui, j'ai toujours donné mes cours en basket, donc au sein d'écoles d'ingénieurs, d'écoles supérieures, universités, donc surtout sur de la formation, par apprentissage et ensuite de la formation professionnelle, continue. Et puis au fur et à mesure, voilà, des copies à corriger, des étudiants, qu'il fallait, voilà, un peu materner de temps en temps. Voilà, je me suis dit: «Bon finalement, est-ce que je n'aurais pas fait le tour de la question?» Et finalement, bah, voilà, la réponse a été «oui». Donc j'ai, souhaité, m'orienter vers, l'autre côté finalement d'un établissement, c'est-à-dire, rentrer au sein
de direction d'établissement. Donc j'ai été responsable pédagogique pour une école supérieure d'ingénieurs et ensuite j'ai voulu vraiment m'intéresser à la formation continue et j'ai intégré plusieurs cabinets de conseil où j'ai été à la fois responsable de pratique en qualité de la formation, donc le sujet qui nous réunis aujourd'hui, la question de l'évaluation, la question de la qualité de la formation et aussi j'ai acquis donc mon expertise en ingénierie de certification au même moment. Donc là, on est autour des années 2019-2020 et depuis, j'ai le plaisir de dire que je m'éclate dans mon métier. J'ai la chance d'aimer mon métier, d'aimer ce que je fais. Et étant une fervente cultivatrice du slashing, j'ai également développé une activité de formation. Je suis revenue en fait à mes premières amours en tant que formatrice pour former les jeunes générations de consultants, à la fois qualité, à la fois certification, pour leur transmettre les réflexes, les bonnes pratiques et surtout leur apprendre à se dépatouiller dans tout ce qui est contexte réglementaire, lié à la qualité, lié à France Compétences, lié au référencement EDOF, voilà. Donc j'ai créé et conçu et j'anime donc le parcours concevoir et déposer une certification au répertoire de France Compétences. Voilà. Et j'ai Et, monté une communauté dernièrement de professionnels adorateurs du secteur de la formation. Voilà. et en quoi ce métier de la qualité de la certification, ça te plaît autant? Parce que pour nous, ça paraît très théorique, tu sais, très détaillé. Très pénible, disons-le. Bon, je veux pas aller dans les... Je laisse Jonathan avec sa propre réaction, on les voit sur LinkedIn, mais en quoi ça t'intéresse autant? Justement, c'est tellement compliqué. Personnellement, je suis de l'époque de Starkey et Hutch, hein, avec Huggy les bons tuyaux. Bon, voilà. Et en fait, personnellement, depuis mon enfance, on m'a toujours appelé Huggy. Donc en fait, voilà, je me suis dit, pourquoi pas en faire une force dans ma vie professionnelle. Et en fait, à chaque complexité, je me dis qu'à chaque problème, il y a une solution. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, je veux accompagner véritablement l'ensemble des acteurs du système formation à comprendre leur écosystème, à comprendre les fluctuations de ces réglementations qui nous pompent l'air un peu tous les 4 matins. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime. Alors, je suis pas psychorigide sur les 32 indicateurs de Calliope. Il y en a 32, très bien, mais en fait, il y en a beaucoup moins si on regarde, si on prend de la hauteur et qu'on pense vraiment effet, impact et qualité de la formation. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Et véritablement, en certification professionnelle, ce qui m'anime, c'est le fait de me dire, voilà, une certification qui est déposée au répertoire de France Compétences, elle va être reconnue. Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de dire reconnue par l'État parce que c'est un terme qui est voilà, dédié au diplôme d'État, soit, mais dans un jargon commun à tous, le fait d'être reconnu par une instance, bien, ça permet de garantir en fait aux bénéficiaires, aux apprentis, aux stagiaires de la formation professionnelle, d'avoir accès à un parcours qui va les doter en compétences nécessaires pour trouver simplement du boulot à l'issue. Et tout ça, ça résonne avec le fait d'avoir commencé en tant que formatrice et enseignante, où j'ai également été tuteur d'apprentis. Et justement, le fait de former des gamins pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans à un métier et les voir à l'issue trouver du boulot, c'est ça qui me plaît. Donc, je veux contribuer justement à ce que au répertoire de France Compétences soient inscrites des certifications qui ont tous les gages et qui ont les garanties nécessaires à apporter aux étudiants pour leur permettre de trouver de l'emploi. Et pas simplement aux étudiants, même au public, un peu moins junior, pour pas dire les vieux, qui seraient en reconversion professionnelle, mais aussi, voilà, leur dire: «Vous pouvez y aller en toute sérénité».
Tu parlais d'abus de langage en disant reconnu par l'État. Mmh. Je vais te tendre la perche et faire une blague au passage. Donc si je comprends bien, tu es une spécialiste des organismes de formation, ayant un agrément, des formations certifiées Calliope, Oui! et cetera. C'est bien Oh, ça, n'est-ce pas? j'adore! Ah, j'adore! Ah bah, je mets des pouces en l'air à chaque fois que je vois des posts comme ça, notamment sur notre cher réseau de cœur, pour ne pas le citer, LinkedIn, hein, bien entendu. Exactement, oui. C'est ça. En fait, c'est pas tant, le fait de, crier haro, honte à, celui qui dit cela. C'est plutôt d'être sûr de qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit, en fait, de cet, organisme qui utilise ce terme. Pourquoi, en fait? C'est parce que pour lui, c'est l'impact que ça a. C'est comme s'il avait eu un agrément, en fait. Et moi, c'est Mmh. comme ça que je le prends. Donc, je sais que beaucoup de personnes, passent, beaucoup de leur temps à toper, voilà des communications, à toper des posts, où il y aurait le mot agrément et cetera machin. Oui, d'accord, mais je pense que vous avez autre chose à faire, et si vous faites ça, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas au dossier de vos clients, donc ça pose question. Mmh. En fait, je suis pas là pour débunker parce qu'il faut débunker. Enfin, j'ai autre chose à faire. Le temps est précieux, mon énergie, je dois la préserver au regard de ma situation personnelle aussi. Donc voilà. Donc par contre, c'est là où je veux accompagner justement ces acteurs en leur expliquant, bah, un mot vaut un mot, un terme a bien une signification et attention, effectivement, quand on prend la parole publiquement, eh bien, si on veut utiliser le mot agrément, formation reconnue, certifié Calliope, eh bien, il faut s'attendre effectivement, et il faut en prendre ses responsabilités. Mais le problème pour moi n'est pas là, le problème est véritablement sur, eh bien, justement, s'il pense que sa formation est certifiée Calliope, eh ben, je vais l'interroger à, à savoir: «Montre-moi en quoi tu réponds parfaitement aux critères qualité, qui t'ont permis de recevoir la certification». Et là, on va parler outils, on va parler méthode, on va parler accompagnement des bénéficiaires, on va parler, évaluation de l'impact, pour être sûr que, cette formation, c'est pas simplement, la mettre sur EDOF, ou n'importe quel autre catalogue OPCO et finalement, n'en avoir que faire, du devenir de ces stagiaires. Par contre, là où je fais la guerre, ça, c'est contre les opportunistes. Ah Oui. ça oui, je suis connue pour ça. Ouais, clairement, et c'est vrai. Alors j'aime bien ton approche parce que, on va dire, l'erreur est humaine. Donc voilà, comme on en Exactement. parlait, mais la loi, la réglementation, enfin tout ça, c'est complexe, et voilà, on a besoin de gens comme toi pour nous aider à naviguer en eau trouble. Mmh. Et c'est vrai que c'est humain, on a le droit de faire des erreurs et de communiquer et de dire: «Ouais, effectivement, tiens, j'ai des formations certifiées Calliope», et cetera. À partir du moment où, comme tu le disais, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai Mmh. compris, il y a pas une volonté de nuisance, de tromper, le Exactement. client, le public. Voilà, ça, c'est OK. Par contre, s'il y a des abus, là, effectivement, là, il ne faut pas les lâcher, quoi. Exactement. Clairement. Exactement et j'ai pas, il y a pas de tabou, il y a pas de secret avec moi, je sais, débunker, les opportunistes et je sais, aussi, leur faire entendre raison, heu et parfois, voilà, avec, des conséquences un peu grandes, mais mais au moins, c'est, toujours en fait dans l'optique, du bénéficiaire. Faut pas oublier que, si on en revient à de l'histoire, parce qu'il faut jamais oublier, quelles sont ses racines et d'où l'on vient, heu, la formation professionnelle, c'est la loi de l'or. Donc la loi de l'or, elle voulait quoi? Elle voulait assurer à ce que tout salarié, individu, acteur, économique ait accès en fait à des dispositifs de formation leur permettant de, de trouver un emploi ou de conserver leur emploi. La question de l'emploi, elle est prépondérante en fait
Et moi, la façon dont mon ressenti, parce que c'est vraiment un ressenti que j'ai maintenant depuis au moins 4 ans, oui, 4 bonnes grosses années, c'est que justement on a perdu de vue la question du bénéficiaire, en fait. On a mis en avant, quand je dis on, c'est pas forcément, nous 3, hein, c'est véritablement, les différentes politiques qui se sont succédées, les acteurs, publico-paritaires, à ouvrir en fait les fonds publics, pour, croyait-il, permettre à un plus grand nombre d'accéder à de la formation. Mais ce qu'ils ont oublié de rajouter, c'est l'adjectif qualificatif après la formation. De la formation à impact, de la formation impactante, de la formation qui a ses effets. La loi Delors, c'est ce qu'elle dit en fait. C'est pas une formation plaisir, c'est pas une formation pour apprendre à faire des sushis ou des rouleaux de printemps pour l'année, pour fêter la nouvelle en chinois. Enfin, c'est très bien. J'adore la cuisine asiatique, hein. Je crois, Jonathan, toi aussi. Ah, Mais complètement. Décidément. voilà. Mais voilà, c'est pas pour ça. On peut se former à ça, je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi est-ce que ce serait une partie de nos cotisations salariales et une partie des cotisations patronales et une partie des budgets de l'État qui devraient obligatoirement financer ces formations plaisir? Va apporter quoi dans l'emploi? C'est pas ça qui va faire qu'on va sortir les chiffres de France Travail et c'est pas ça qui va faire qu'on va conserver son poste au sein de son entreprise. Je pense que le patron, voilà. Mais en France, on est dans un système paritaire. Donc, C'est ça. quand tu parles de cotisation dans les charges salariales, patronales, l'État, etc., on est vraiment dans une bulle par rapport aux autres pays. J'utilise ma casquette anglo-saxonne. Aux États-Unis, il y a très peu, il y a le plein emploi, ils n'ont pas de système paritaire. Donc, par contre, j'imagine que la qualité du travail ou la rémunération du travail est peut-être pas la même qu'en France. Donc, on peut parler de utiliser la formation pour le retour à l'emploi ou aider l'employabilité. Là, tu parles aussi d'autres choses. J'ai l'impression que tu parles aussi de la qualité de la formation qui fait qu'on retrouve une qualité d'emploi. C'est ça, en fait. Exactement. C'est avant même, je pars vraiment de mon expérience. J'ai été enseignante. J'ai été chargée d'enseignement à l'université. On a l'obligation à l'issue. Alors, certains vont dire, c'était que les étudiants, les apprentis, les élèves, bref, aient leur diplôme. Oui, mais ce diplôme, il doit servir quoi? Quelle cause? Il doit servir l'employabilité. Mais pour servir cette cause, encore faut-il que le parcours d'apprentissage, parce que c'est bien un parcours, c'est un cheminement, on a un point de départ, on a un point d'arrivée. Eh bien, c'est ce cheminement qui doit être conçu de la manière la plus favorable à l'acquisition des gestes métiers, à l'acquisition des réflexes, à l'acquisition d'outils, bien sûr de connaissances, mais entre les mains et la tête, ce qui va payer au final, c'est le résultat produit par les mains. Donc une tête bien faite, c'est super, mais si les mains sont incapables d'appliquer, il y aura pas l'effet escompté. La personne aura le diplôme, mais finalement, est-ce qu'elle pourra mettre en application ce qu'elle aura appris au sein d'une situation professionnelle? Et lors d'un entretien d'embauche, même effectivement pour des jeunes qui seraient sur leur premier emploi, ce qui est attendu, c'est leur capacité à appliquer sur le terrain, en situation de travail, les acquis, les compétences acquises. Donc si la formation n'a pas été conçue avec ce prisme de qualité au sens
efficacité, hein, j'ai même nommé efficalité, finalement, ça fera pchit à la fin. Alors justement, efficalité, je crois que, tu as contribué à la 4e édition du grand livre de la formation, devenu, une véritable référence, en tout cas francophone, dans notre milieu de la formation. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette contribution et le concept d'efficalité? Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu y es toi aussi et Tout à bravo, fait, merci. cher ami. Comme quoi ce sont les regards et les techniques et pratiques des pros, hein, qui sont vraiment attendus et ça fait du bien de voir qu'on s'intéresse au terrain, dans les publications et pas simplement à des penseurs, voilà, à des théoriciens, même si j'ai essayé effectivement de théoriser ce concept. Bon, efficalité, si on cherche, hein, effectivement, on va trouver, hein, déjà ce terme, heu, voilà, qui était déjà, dans les années 90, on s'approchait, hein, de ce mot-là, mais ce mot-là d'efficalité était plutôt sur pour des actions liées aux industries ou aux services. Là, moi, la façon dont j'ai voulu, me réapproprier ce terme de l'efficalité, c'est au regard effectivement des exigences qualité, et là je parle d'exigences, je rajoute l'adjectif réglementaire, à l'ère justement de Calliope. Donc dans mon esprit, c'est faire vraiment converger les approches, efficacité du parcours pédagogique suivi par le stagiaire, donc avec tout ce que j'ai dit préalablement, c'est-à-dire les jalons nécessaires pour faire se rencontrer les acquis de la connaissance et les acquis de la compétence, donc la tête et les mains, et la qualité au sens, purement, réglementaire du terme. Donc bien sûr, la Calliope, nous colle au basque Mmh. depuis 2019. Dans les prochains jours, ce décret va y avoir une mise à jour du décret du 6 juin 2019. Hem Et l'objectif, c'est que cette théorie de cette efficalité, son objectif, c'est que ce soit vraiment, la promesse de la capacité de l'organisme, de l'OPAC, hein, l'organisme, voilà, délivrant des prestations concourant, voilà, au développement des compétences, que cette OPAC soit véritablement en capacité de délivrer des prestations de qualité au regard des exigences réglementaires pour contrôler la performance de l'action de formation. Donc cette action, je le rappelle, de développement des compétences. D'ailleurs, si on a revu la définition, hein, de l'action de formation, c'est pas pour rien. C'est Delors, il est encore là, hein, ça a été cette volonté. Donc de contrôler la performance de l'action et l'efficacité pour le bénéficiaire. C'est-à-dire véritablement d'aller beaucoup plus loin que le simple indicateur 30, évaluation à froid, attendu par Calliope. C'est véritablement questionner la capacité de l'OPAC à se bouger pour tout faire pour assurer aux bénéficiaires rentrant dans ce parcours qu'à l'issue, il aura les réflexes, il aura les pratiques, il aura les outils, et que cet OPAC ne considère pas la fin du parcours pédagogique au jour du passage de l'évaluation certificative, de l'évaluation sommative, mais termine bien le parcours d'acquisition des compétences une fois que ce contrôle de la performance et de l'efficacité pour le bénéficiaire a été fait. C'est-à-dire, eh bien, à J plus X jours, X semaines, X mois, après, effectivement, les dernières séances de formation ou d'évaluation. Ça signifie, alors par là, je sais très bien que j'entends déjà ceux qui vont me dire: «Ah bah oui, mais sur EDOF, comment on fait pour clôturer la session de formation?» D'accord, pour faire le fameux, état des services faits. Eh bien, effectivement, la notion de l'efficacité réinterroge,
véritablement aussi la question de quand est-ce que s'achève le parcours de formation. Parce qu'on ne peut pas, un OPAC ne peut pas se dire c'est bon, on est arrivé au terme de la formation le jour où l'évaluation est terminée. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est totalement faux, puisqu'il n'a pas assuré sa promesse, il n'a pas démontré sa capacité à délivrer des prestations de qualité au regard de la notion de performance et d'efficacité. Alors, c'est très intéressant parce que j'en entends moi dans beaucoup de des formations qu'on délivre, beaucoup des communications, conférences qu'on fait, on parle beaucoup de la commanditaire, la commande du commanditaire dans un sens stratégie de l'organisation. Et là, clairement, tu es plus dans une approche par rapport au bénéficiaire individuel. Oui. Comment accompagner le bénéficiaire individuel pour assurer l'impact sur son propre chemin. Et c'est là que peut-être, moi, je me sens un peu plus faible parce que c'est vrai qu'on est dans un approche catalogue de formation où tout est déjà fait et quelles sont les modalités qu'on doit faire pour accompagner le bénéficiaire par la suite. Donc, dans ton approche à toi, qu'est-ce qu'il faut absolument intégrer comme modalité à l'évaluation? Parce que là, je pense que je parle beaucoup de communication aussi. Qu'est-ce qu'on doit absolument intégrer dans un système d'évaluation lorsque le commanditaire est individuel et on doit l'accompagner sur son chemin personnel? C'est, je prendrais ta question sous l'aspect, je veux utiliser le mot partie prenante en fait. Parfait. Parce qu'effectivement, ici, avec cette notion d'efficacité en fait, eh bien en fait on va considérer, bien sûr on va considérer le commanditaire, mais comme on sait que le bénéficiaire peut aussi être le commanditaire, eh bien finalement, c'est pour ça que je préfère utiliser le mot partie prenante. Okay. Parce que pour moi, si on dissocie les deux, en fait, on va encore rester sur l'aspect purement chiffrage commercial ou purement réglementation de la qualité qui, au sens de Calliope, reconnaît comme partie prenante, voilà, quatre acteurs, les commanditaires, les bénéficiaires, les formateurs et les financeurs. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser partie prenante et selon moi, en termes d'évaluation, eh bien, c'est le compromis. C'est une modalité qui soit le compromis entre le service adéquat, donc c'est-à-dire le service que l'OPAC doit impérativement fournir. Donc c'est quoi? Ça veut dire une évaluation, une modalité d'évaluation. Donc ça peut être une application, une mise en situation professionnelle simulée ou réelle. Ça peut être une étude de cas face au jury, à l'oral. Et vous voyez, hein, je suis au niveau des mains. Vous voyez, je suis pas au niveau de la tête. C'est pour moi une évaluation qui serait juste une évaluation des connaissances. On peut pas dire qu'on a acquis les compétences. C'est pas possible. C'est Jonathan et toi, Joss, vous êtes voilà, facilitateur Kirkpatrick, vous savez que là on reste sur les premiers niveaux. Donc véritablement le système d'évaluation idéal pour garantir cette efficacité, c'est véritablement ce compromis entre le service adéquat, donc la meilleure format des modalités d'évaluation que peut proposer l'OPAC. Donc c'est là où aussi l'OPAC va démontrer sa capacité à concevoir, à faire de la conception pédagogique, à vraiment se triturer l'esprit pour savoir quelle est la meilleure modalité d'évaluation qui va permettre d'évaluer la compétence, donc plutôt terrain, et le service, donc le compromis entre ce service adéquat et le service idéal, c'est-à-dire ce que désire absolument obtenir le bénéficiaire. Et donc là, ça renvoie à la question du positionnement et des attentes et des attendus
tu disais, Joss, du commanditaire, mais tu vois pourquoi j'utilise plus partie prenante, parce que pour moi, on est vraiment sur les 2 niveaux. On a effectivement, si on est puriste, on reprend le commanditaire, on a effectivement un désir de ce commanditaire d'améliorer soit les performances de son entreprise, soit limiter le nombre d'arrêts de travail parce qu'il y a ou de turnover, on peut aussi parler de ça. Mais il y a la question du bénéficiaire. J'en reviens, vous allez dire Élodie, elle radote, mais ça c'est vrai. Je reviens à la loi de l'or qui place le bénéficiaire au cœur du système formation. Donc pour moi, l'efficacité, c'est le parfait compromis entre ce service adéquat, donc cette modalité d'évaluation adéquate pour évaluer les compétences, et le service idéal, donc véritablement ce qui est attendu, ce qui est désiré par ce commanditaire et ce bénéficiaire. Et pour les références, je vous invite à relire Perron, voilà, qui avait déjà exposé cette idée, mais pas au niveau formation, plus au niveau industrie et services. Je te rejoins tout à fait sur l'intérêt de raisonner en termes de parties prenantes, et de ne pas se limiter aux commanditaires. Et je dis ça, honnêtement, je l'ai fait très longtemps. Ah oui, ouais. Et tu vois, ne serait-ce que sur le sujet de l'évaluation, j'ai toujours eu pour habitude de dire, voilà, l'évaluateur, tu vois, lorsqu'il y a de multiples évaluateurs, alors tu as le prestataire de formation, tu as l'OPAC, parfois tu peux avoir l'OPCO, tu peux avoir l'entreprise. Je disais toujours, l'évaluateur devrait être d'abord le payeur, c'est-à-dire la personne qui paye. Donc je pensais toujours commanditaire. Alors dans le cas de cofinancement, c'est encore particulier, mais le fait de raisonner en termes de parties prenantes du point de vue de l'impact, il y a clairement un intérêt, parce que imaginons un cas simple où effectivement tu as un commanditaire côté entreprise qui, on va dire, qui paye la formation. Alors c'est jamais lui qui paye de sa poche. C'est une simplification, c'est une vue de l'esprit, on est bien d'accord. C'est toujours avec l'argent des autres. Mais donc voilà, supposons qu'il paye la formation, il commandite la formation. Je sais pas si ça se dit, mais soit. Et on se dit derrière, bon, et puis on a le bénéficiaire, l'apprenant, etc., qui, lui, est un réceptacle à contenu, etc. Bon, c'est évidemment une simplification parce que même si le commanditaire paye, au final, la formation ne sera absolument pas, enfin, sera clairement inutile, n'aura aucun intérêt si derrière, le bénéficiaire n'est pas impliqué, n'est pas engagé dans la formation, n'y voit pas un intérêt, si ça ne satisfait pas ses attentes, etc., si ça ne répond pas à ses attentes et à ses besoins. Et donc, on a besoin de raisonner en termes de parties prenantes pour le succès de la formation. Et je répète souvent que le succès de la formation, comme son échec, est une responsabilité partagée. Et donc, le fait de se limiter aux commanditaires, en fait, on va pas jusqu'au bout de la démarche, quoi. Et donc, effectivement, même si l'origine de la demande de formation provient d'un ou de plusieurs commanditaires, on doit pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche et se dire, oui, mais si le bénéficiaire lui-même n'y voit pas l'intérêt, s'il se contente d'assister passivement à la formation, s'il ne met pas en pratique, etc., c'est un joli coup d'épée dans l'eau et on a complètement raté son projet, son sujet. Et au passage, bien, les fonds publics, bien, pour le coup, on subit un régime drastique. On disait qu'on était à la veille de l'été, donc voilà, ça parle à tout le monde. Exactement. C'est le summer body Exactement. des formations, tu vois. Tiens, je prépare mon summer body et je réduis la prise en charge de 50%. Voilà. Ça serait bien affiché sur LinkedIn. Qu'en penses-tu ? Ça serait pas mal. Sortez vos abdos, les prestataires de formation, parce que là, pour le coup, c'est régime pain sec, quoi. Et voilà, c'est ça. Clairement. Tout à fait. Mais c'est logique, alors, tu vois, je l'ai encore sorti pas plus tard qu'hier, Duralex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. Et pourtant, je suis le premier à être très critique vis-à-vis de ça, et je me considère comme étant un libéral, en tout cas, vis-à-vis de la formation. Mais à partir du moment où les règles sont claires et qu'en fait, on joue avec le système et que l'on triche, je veux dire que l'on triche parce qu'effectivement, on profite des fonds, mais en fait, on ne va pas jusqu'au bout de la démarche, on ne démontre pas l'impact, on ne crée pas de l'impact, etc. Eh bien, en fait,
c'est tout à fait normal, je trouve, du point de vue de l'État, du point de vue des financeurs, et cetera, qu'à un moment donné, on se dise: «Bon, bah, la fête est finie», soit il y a des baisses de dotation, de budget, et cetera, et ou on va durcir les règles, mais forcément. J'ai en fait, lorsque je vois, on parlait de LinkedIn tout à l'heure, mais aussi le nombre de personnes qui vendent des formations et en fait, c'est une succession de cours en ligne avec des C'est ça. PDF et cetera et ça s'appelle formation et je me dis: «Dis donc, voilà, si le législateur à un moment donné se penche là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de formations qui vont être renommées avec d'autres termes que formation pour le coup». Exactement et c'est en ce sens que, les décrets qui ont déjà été publiés, notamment sur la lutte contre la fraude, enfin, c'est même plus qu'un décret, c'est une loi donc le projet de loi a été voté. C'est en ce sens qu'il a été pensé. Au sein de la communauté, des de professionnels que j'ai montée donc il y a quasiment 3 ans, Performa, on œuvre, aux côtés justement des instances pour, faire ces remontées terrain, pour apprendre, j'utilise le mot qui est un peu, choquant mais véritablement il est vrai, pour apprendre finalement à ceux qui travaillent, avenue des avenue des États-Unis, des Nations Unies pardon, à Paris, donc c'est-à-dire à côté de l'Assemblée, nationale, pour leur apprendre ce qu'il en est de la réalité, et de l'actualité de la formation sur les réseaux. Parce que effectivement les précédents décrets n'allaient pas jusqu'au bout, en fait, n'allaient pas jusqu'au bout. La libéralisation, c'est comme ça que ça avait été dit, hein, dans le programme, présidentiel, hein, qu'il fallait, libéraliser le marché de la formation. Alors pour moi, c'est un oxymore. Marché, formation, c'est un oxymore et alors, on complète les choses, hem, avec, la libéralisation du marché de la formation. Comment pouvions-nous ne pas imaginer les travers que nous connaissons finalement aujourd'hui? Quand on a cette démarche de libéraliser un service, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on laisse la main aux acteurs financiers, aux acteurs économiques, qui pensent rentabilité, bah, finalement à, s'approprier les contours d'un secteur qu'ils ne connaissent pas, pour lesquels ils ne sont pas formés, dont ils n'ont pas, l'historique et finalement à proposer des services qu'ils appellent, bon, bah, voilà, formation. Mais que ce soit, une formation présentielle, une formation distancielle, une formation en situation de travail, hem, bah, en fait, peu importe comment ça s'appelle, du moment qu'à la clé c'est libéralisé, eh bien le secteur est ouvert. Donc c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui, pour certains, eh bien ça claque des genoux parce que, bah, finalement la fête est finie comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais en même temps, entendre que l'on, critique le gouvernement qui durcit, bah oui, mais faute à qui en fait? Mmh. Et je vais passer pour une vieille, mais hashtag «on vous l'avait dit» Ouais, ah en oui, ça fait. c'est clair. Oui, oui, non, mais oui, c'est pas, faut pas jouer les C'est surpris, hein. voilà, c'est, arrêtons de jouer, les vierges effarouchées. Enfin, c'est bon, je pense. Voilà, à force de le feu, ça brûle. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, Elodie, là, on a beaucoup parlé de ce qu'on devrait faire, ce qu'on doit faire, mais toi aussi, tu fais, hein, avec, dans les formations, projets de formation. Mmh. Quel est le projet de formation, pour lequel tu es le plus fier et pourquoi? Ah! Eh bien, ma plus grande fierté, effectivement, en formation, bah, c'est le parcours, de développement des compétences que j'ai conçu et que j'anime depuis, depuis août, enfin, je l'ai conçu en juin et je l'ai commencé à l'animer en août 2022. Donc ça va faire bientôt, 3 ans.
Et étrangement, cette idée m'est venue en fait au moment où dans ma vie professionnelle, je pensais être à un tournant, c'est-à-dire il était prévu que je quitte mon statut, on va dire, de consultante en certification intégrer un groupe d'enseignement privé pour devenir directrice certification. Donc à ce moment-là, je me suis dit bah c'est quand même un peu bête, pour rester poli, de partir avec tous ces usages, tous ces réflexes, tous ces outils que j'ai conçus de mes petites mains parce que je considère être une consultante et être un bébé France Compétences entre guillemets, puisqu'en fait mes compétences sont nées au même moment qu'est née France Compétences. J'ai commencé à œuvrer en certification courant 2018 et véritablement à partir de 2019 et surtout 2020 en intégrant un cabinet de conseil. Et donc, du fait que dans ma vie professionnelle, il y allait avoir un tournant, je me suis dit, bah, étant ancienne enseignante, chargée d'enseignement, formatrice, c'est quand même un peu bête de partir comme ça et de ne pas laisser les bagages à ceux qui vont prendre mon relais. Et donc, j'ai commencé à concevoir ce parcours comme si c'était un onboarding finalement de juniors en leur disant bah écoutez voilà, les clés c'est celle-ci, les portes sont celles-là, à vous de trouver la bonne clé qui rentre dans la bonne porte et moi je vais vous montrer comment on fait pour trouver la bonne clé. Et donc j'ai conçu tout le parcours qui s'appelle concevoir et déposer une certification au répertoire de France Compétences. Et dans ce parcours, donc étant passé par les les thématiques, les théories et les mises en application de Kirkpatrick avec toi, Joss, en 2020, finalement je me suis dit bah le parcours tu vas le concevoir à la sauce Kirkpatrick parce que au moins ce qui t'intéressera c'est le niveau 3 de Kirkpatrick. C'est voilà, Bien. c'est voilà, j'ai mis en application ce que maître a dit. J'aime bien ça. Donc voilà, mais au-delà de la blague, en tout cas, véritablement, j'avais le manuel d'évaluation à côté de moi à chaque fois que je pensais mon scénario. Et donc, bah, j'ai conçu cette action et je l'ai animée. Et puis, bah, force est de constater que, bah, alors oui, j'ai bien intégré mon poste de directrice certification au sein d'une école, au sein d'un groupe d'enseignement supérieur privé. Mais finalement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir prolonger tout cela et ce qui fait qu'aujourd'hui, ayant quitté ce poste, eh bien, je suis revenue à ce projet d'ampleur et que je propose aujourd'hui à la fois aux consultants en certification junior, toujours, mais aussi seniors, qui souhaitent remettre finalement en jeu leur expertise pour se confronter aux nouvelles réglementations et se confronter aux usages. Mais également, ce parcours s'adresse aux organismes certificateurs qui veulent acquérir l'autonomie nécessaire pour déposer seuls leur certification ou en tout cas ne faire appel à un consultant que pour assurer la relecture avant dépôt à France Compétences. Mais également, j'ai formé des chefs de service certification au sein d'OPCO et de CFA. Donc c'est ma plus grande fierté parce qu'aujourd'hui, il y a 65 personnes qui utilisent aux 2/3 en tout cas sur les 65, il y a 2/3 des personnes qui utilisent les compétences dans leur quotidien professionnel. Et pour l'autre partie, c'est à certains moments, puisqu'ils ont d'autres casquettes, j'ai formé beaucoup de consultants qualité, Calliope, qui voulaient justement comprendre qu'est-ce que c'était que cette ingénierie de certification, et ça leur a permis d'acquérir des compétences pour mieux réaliser leurs audits et mieux comprendre les OPAC lorsque ceux-ci leur présentaient leur processus, notamment jury de certification, modalité d'évaluation. Donc voilà, on peut dire que c'est ma plus grande fierté et que j'ai vraiment à cœur de faire perdurer
Et avant, le parcours durait 21 heures et maintenant, on est à 35 heures, mais je crois qu'on pourrait même rajouter quelques heures à la clé, notamment de remédiation pédagogique et d'ateliers. Et qui ont été formés récemment, par toi, Jonathan, sur le transfert, justement. Ouais, tout à fait. Ça m'a fait réfléchir justement pour améliorer encore plus la conception pédagogique de cette action de développement des compétences que j'ai d'ailleurs en projet de déposer au répertoire également de Top. France Compétences. Bravo, tu peux être Bravo. fier parce que Merci. projet réussi, impact, tu es focalisé, niveau 3 de Kirkpatrick, transfert, tu continues à faire évoluer le parcours et cetera, alors qu'il a déjà de l'impact. Donc il en Bah faut oui. encore plus derrière. Donc tu vois, tout est sur les bons rails. Mmh. Et autre projet que tu as évoqué tout à l'heure et dont tu peux être fier aussi, peux-tu nous parler de la communauté Performa? Oui, alors Performa. Performa prend naissance, sur finalement la philosophie de la, permaculture. Alors, c'est un petit peu capillotracté pour certains, je le comprends, mais le fonctionnement de la communauté en fait, Performa, donc qui existe depuis août, 2022. En fait, son fonctionnement consiste à observer, étudier, analyser et surtout objectiver les phénomènes, qui impactent le système formation pour en comprendre, heu, les ce qui se passe en fait, comprendre comment le système, vit. Parce que pour moi, je considère que c'est un système vivant. On le voit au gré des multiples décrets et réglementations qui se présentent. Au sein de la communauté, donc qui est constituée de professionnels, à la fois juniors et seniors, hein, des professionnels qui sont, à la fois, directeurs formation, consultants, formateurs, j'ai aussi, des secrétaires de CPNEFP, alors je sais, c'est un sigle un peu bizarre, c'est les commissions paritaires nationales, pour l'emploi et la formation Mmh. professionnelle. Donc on est tout un écosystème finalement, tout un réseau, de professionnels de la formation qui sommes engagés, véritablement, fièrement dans le système formation et où l'on se rencontre et où l'on travaille ensemble justement pour objectiver ces phénomènes, en comprendre leurs, fondements, en comprendre leurs impacts pour entrevoir ensemble, et je dis bien ensemble, personne n'est au-dessus de l'un ou de l'autre, entrevoir ensemble les solutions pour, que ce système puisse, heu, être, pérennisé. Alors je parle pas, parler des décrets, on ne fait pas que ça, hein. On parle, aussi, bénéficiaires, on parle, alors oui, on parle financement, mais on parle surtout, impact, on parle, garantie d'accès à l'emploi, on parle, amélioration, des pratiques, que ce soit en formation, en utilisation d'outils, alors oui, on parle de l'IA, mais on essaye de voir comment l'intelligence artificielle peut, si elle est bien utilisée, comment est-ce qu'elle peut, heu, améliorer les parcours ou en tout cas, assurer à ce que le bénéficiaire, en ait pour son argent, comme tu disais tout à l'heure. Et véritablement, voilà, le but pour nous, c'est que cette communauté soit un lieu d'acculturation pour les professionnels, qu'ils soient novices ou seniors, et pour ces acteurs qui souhaitent véritablement s'accoutumer, réfléchir, objectiver le système, mais aussi donc leurs pratiques et pouvoir poser des cas d'usage et expliquer les problématiques rencontrées pour qu'ensemble, on trouve les solutions. Donc on va parler, on a 5 domaines d'expertise. Bon, au total, on a 18 domaines de compétences, hein, qui sont au sein des proposés, hein, par la communauté. Mais nos 5 domaines d'expertise tournent autour de la réglementation. Et là, on va parler, CPF, on va parler qualité, on va parler, certification, France Compétences, on va parler OPCO. On a un autre domaine, qui va parler pédagogie. Là, on va parler conception, expérience apprenante, AFEST,
transfert, évaluation. On a un autre domaine sur la RSE. Et donc là, on va parler transition numérique, transition écologique, accessibilité, handicap. Le 4e domaine, c'est la digitalisation. Donc effectivement, on va parler process d'automatisation, de sécurisation pour les OPAC. On va parler IA. Et enfin, notre dernier domaine, qui est le développement des compétences. Et là, on va aborder tout ce qui est VAE, bilan de compétences, enseignement supérieur, formation continue, CFA, insertion pro. Donc très varié. Je vous dis, il y a 18 domaines de compétences et regroupés en 5 domaines d'intervention. Et au sein de la communauté, on propose différents services, à la fois donc nous retrouver à l'occasion de webinaires, et ça, les webinaires sont en accès libre, totalement gratuit sur les réseaux. Et ensuite, pour ceux qui veulent vraiment travailler, œuvrer à nos côtés, une proposition d'affiliation annuelle pour pouvoir assister aux workshops, aux rencontres, aux think tanks, mais également accéder à un réseau social collaboratif qui permet un fil de discussion dédié entre pairs, entre pros. Alors entre pairs PAIRS, parce qu'il y a aussi des maires dans la communauté bien entendu, mais en tout cas d'accéder à un fil de discussion dédié pour parler veille juridique, pour parler recommandations, pour parler problématiques, situations de blocage. Puisque ma volonté, c'est vraiment que cette communauté soit un lieu refuge où quand on est complètement paumé, on sait plus où donner de la tête et que, alors certes, on est abonné à plusieurs systèmes, même payants ou même gratuits. Bah oui, mais bon, il faut se farcir quand même cette recherche, alors que là, au sein d'une même communauté, vous avez accès finalement à 18 domaines de compétences, et vous avez surtout accès à des référents spécialistes, experts de leur sujet, qui sont à même d'aiguiller et de réfléchir avec vous pour vous sortir de l'impasse. Dont moi, non? Dont toi, qui Dont est le moi, oui. référent spécialiste Eh oui. pédagogie. Mmh. Exactement. Je Quel prends la place plaisir. de Jonathan, quel plaisir. Écoute, on se partage. Nous n'avons pas le don Ah. d'ubiquité, donc Oh, Jonathan est toujours dans les coulisses. Eh oui, c'est ça. ouais. Mais oui, demain, on fait un webinaire ensemble, justement. Exactement. Alors, ça sera un peu trop tard pour publier là-dessus, mais vous pouvez venir voir le replay, si je comprends bien. Exactement, il sera en accès libre sur la chaîne YouTube de Performa. Ok, super. Écoutez, je propose de faire une dernière question. Là, Elodie, puis fait la fin. Donc, Elodie, sois un peu fou, sois un rêveur. Comment tu vois le marché de la formation? Alors, toi, tu es très concentré franco-français. Donc, comment tu vois le marché de la formation d'ici 5 ans? Quelle est ta vision du futur? Parce que tu es quand même très impliqué là-dedans. Donc, comment tu vois le futur de notre marché? Je suis de nature optimiste. Ah, nous aussi. Donc voilà, parce que sans espoir, tout est terminé. Donc voilà, soyons résolument humains, ancrés, dans nos actualités. Et comment je vois le secteur, je le vois être régulé. Je le vois être orienté société des compétences. Je le vois comme étant une réponse effective aux problématiques sociales. J'ai pas peur de le dire, puisque je vois quand même que l'offre de formation se tourne bien vers la cohésion, vers l'inclusion. Alors oui, bien sûr, il y a tout ce qui est effet bullshit, bien entendu, qui va arriver. Mais voilà, je vois l'évolution de la formation d'un bon œil, puisque ça fait aussi 3 ans que je travaille aux côtés de professionnels. Enfin, ça fait 20 ans que je suis dans le système formation, mais ça fait vraiment 3 ans que là je travaille ardemment avec des professionnels investis, je sais comment écouter justement les instances, et je sais comment leur apporter les solutions avec justement la communauté,
les travaux que nous menons. Donc je vois vraiment le système formation d'un bon œil. Je le vois orienté société des compétences par contre. Donc inclusive, efficiente. Et avec ce souci d'intégrer l'efficacité. Alors, est-ce que c'est un souci forcé du fait de la réglementation? Soit, j'ai envie de dire, et alors? Et pourquoi pas? Mais au moins pour une qualité totale, voilà, des dispositifs proposés aux bénéficiaires et avec le souci profond de l'impact et de l'efficacité pour le bénéficiaire. C'est tout ce que l'on souhaite. De l'impact. Voilà. Toujours. Bon. Écoute, on est optimiste aussi. On espère que ça va aller dans le bon sens. Et je pense pas que ça change le postulat, surtout de Jonathan qui vient, que tu permets, Jonathan, quand tu vois de l'hypocrisie, tu le dis haut et fort. Et je trouve que c'est important qu'on reste justement aussi très neutre par rapport à ces escrocs, ces gens qui chassent après leur argent. Et puis, comme tu dis, Elodie, qui dans la libéralisation, qui vont vraiment aller pour ces fonds qui nuisent à nous tous dans nos efforts. Et donc, ce que moi je partage avec vous, c'est que ce que j'aime pas, c'est justement, on a vraiment un sentiment de peur. On est très inquiet dans la formation. Lorsqu'une loi change, c'est un effet anxiogène et on a l'impression parfois qu'on peut pas faire notre métier. Et j'aimerais juste dans tout ça que on peut avoir la respiration de vivre et de faire notre métier sans ce côté anxiogène. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Elodie. Oui, tout à fait. Et donc, on a besoin des gens pour toi, peut-être pour nous rassurer. Là, on a eu le truc qui est sorti la semaine dernière. Oui. J'ai commencé à paniquer. Après, tu m'as dit non, t'inquiète pas, c'est ça. Et tu vois, et c'est pour ça que je trouve que c'est très important parce que l'État quand même, chaque fois que c'est un truc sort, c'est oh là là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et donc, oui, c'est parce qu'ils aiment bien utiliser des mots un peu compliqués. Mais... c'est ça. Ouais. Donc merci à toi parce que c'est vrai que toi et tes confrères nous apportent justement tes collègues ces éclaircissements pour les gens qui veulent bien faire, qui sont vocationnels, qui veulent faire le métier, tu vois. Et exactement. Pas les oublier, ces gens-là. Les investis. Voilà, les investis. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Elodie, merci Jonathan. Merci super. à vous. Avec plaisir. Et puis, comment on fait pour Performa? Comment on fait pour, on va mettre le site dans nos notes. Tout à fait. Et puis la page LinkedIn directement. Où dessus vous avez accès à l'ensemble des webinaires également, et puis à des actualités qui sont relayées dès que ça tombe. Voilà, on est aux aguets pour vous. Allez, très bien. Merci beaucoup. Merci Elodie. Merci.